Salut à tous, je vous propose un quatrième épisode ici avec les Washington Wizards. On est sur NBA 2K25 et on avait commencé avec les Nets et les Wizards et au final, vous avez quand même majoritairement décidé de continuer avec les Wizards. C'est pour ça que je prends l'angle de vue de cette équipe pour vous proposer déjà la fin de la saison régulière. On voit qu'Indiana est en tête de l'Est, mais que les Wizards ne sont pas trop mal positionnés. Il y a par contre un accident industriel du côté de Boston. Quelque chose de problématique est en train d'arriver. On voit également que tout en bas, les Raptors, les Pistons et les Hornets ne font pas une très bonne saison. Dommage. Et par contre, nous, on bénéficie notamment d'un trade qui a été fait, en fait plutôt deux pour être précis. Je tenais absolument à chercher Anthony Black, et dans la négociation, il est apparu que Cole Anthony pouvait aussi être mis dans la balance par le Orlando Magic. On avait fait donc partir à cette occasion-là un certain nombre de joueurs. Et Anthony Black, voilà, c'était vraiment pour lui que je voulais trader, parce que il me paraît au profil très très intéressant. D'ailleurs, on le voit de plus en plus dans les petits résumés des matchs IRL. Il est intéressant, je trouve que ce gars-là méritait d'avoir une petite évolution suivie en compagnie de Koulibaly, le français des Wizards, celui qui est là depuis plus longtemps que son copain. Et là, par exemple, j'ai Kispert qui est blessé. On a donné un peu plus de minutes à Carrington, mais voilà, on essaie de développer un peu aussi quelques joueurs, comme également George, le Suisse. Et puis, on avait aussi récupéré Jaden McDaniels dans un trade venant de Minnesota. Donc, on avait mis Kuzma, on avait mis Jordan Poole dans la balance. Là, vous voyez Alexandre Sarr, franchement, ça se passe bien pour lui. Il peut devenir immense dans cette partie, je le crois. Alors aussi, Jonathan Isaac faisait partie du deal. Je ne suis pas allé le chercher volontairement, mais il fallait équilibrer un peu les salaires. Et puis sinon, dans la raquette, voilà, on a Valenciunas en backup de Reed pour moi, sachant que Richard Holmes peut toujours servir de manière quand même assez précieuse pour un joueur de 74 avec 9 insignes. Mais bon voilà, le titulaire, c'est Naz Reid. Je pense que ce gars-là avait... Franchement, il méritait de pouvoir avoir sa place comme titulaire en NBA sans avoir un pivot qui le barre dans la rotation. Après, au niveau de la tactique, donc j'essaye de pas trop charger les joueurs. La seule exception là du moment, c'est Koulibaly, mais c'est uniquement parce que Corey Kispert est blessé. Sinon, il y a un petit rééquilibrage des minutes. J'essaie aussi quand même de bien donner du temps à Carrington et George pour pouvoir leur donner peut-être une chance de progresser davantage. Je ignore. Est-ce que c'est un espoir complètement futile ou est-ce que ça a un vrai impact? Moi, je crois que ça a un petit impact. Voilà, quand les joueurs jouent, ils progressent plus vite. Alors évidemment, comment ne pas commencer cette vidéo par une petite rencontre avec les Brooklyn Nets, donc notre autre équipe dans la partie à l'Est. Brooklyn Nets qui ont, eux, peu été modifiés, puisque j'ai tradé uniquement pour obtenir Grady Dick. J'avais envoyé Cam Thomas et aussi le vétéran Bogdanovic, excellent shooter. J'avais envie de pouvoir former un petit backcourt Schroeder-Dick. Je trouvais ça que c'était assez rigolo. Et puis donc voilà, on les affronte avec Washington. Donc je crains beaucoup cette équipe des Nets parce que déjà elle est bien placée et au classement. Et puis en plus de ça, je sais pour jouer avec aussi, encore, je sais à quel point elle est redoutable. Du coup, je me méfie beaucoup. Mais bon, on a quand même l'adresse en ce début de match. On a vu McDaniels, on a vu Reed qui avait la possibilité de bien scorer. Carrington qui, hop là, ici va provoquer
une petite faute. J'aime bien essayer de jouer pour les petits jeunes par moment, je trouve ça intéressant de pas uniquement jouer avec les mecs les plus connus. Voilà, ici on voit Grady Dick qui nous sort une jolie action, mais ils n'ont pas la réussite pour le moment, les Brooklyn Nets. Ils vont nous faire un match de traînard. Et vous voyez, on arrive à contester beaucoup de leurs tentatives. Leurs actions sont pas franches. C'est une équipe qui est quand même pas très forte quand on réfléchit. Hein. Je crois même pas si... Voilà, il y a Claxton qui a plus que 80 d'overall, mais à part lui, il n'y a personne. Hein. Donc c'est quand même une équipe qui est assez accessible pour nous. Et en même temps, elle est pénible à jouer. Bah, c'était justement mon objectif, qu'elle le soit. Donc on a vu Alexandre Sarr à mi-distance. On voit ici Anthony Black en pénétration. On voit que tout de même Brooklyn s'accroche. Et dans un match forcément défensif entre ces deux équipes, puisque les Nets, je crois, sont sur le point de passer meilleure défense de la ligue à ce moment-là. Sur un match, waouh, Killian Hayes, énorme panier ici qui les fait passer devant. Vous allez voir que Grady Dick va également y aller de sa petite action. Et non, voilà, c'était Hayes qui s'est fait trouver sous le cercle. Et puis après, en fait, je vais mal jouer, regardez. Là, encore, ça passe. C'est Alexandre Sarr qui, bien que contesté, va l'emporter. Et puis, malheureusement, je vais un peu tout gâcher sur une dernière action. Ici, voilà, vous voyez, écran de Claxton pour Dick qui va vers le panier et qui s'impose. Ici, il pose le lay-up. Vous allez me dire, c'est pas encore trop grave, il y a moyen de scorer, oui, mais faudrait-il que la suite soit cohérente et bien jouée. Puis après, je me suis même dit qu'il fallait que j'attende un peu d'avoir une dernière possession avec un temps mort. Mais Schroeder a complètement mangé l'horloge et au final, on va s'incliner. Donc voilà, je suis un peu désolé pour cette fin où j'ai un peu manqué de lucidité et où j'ai refusé d'aller dans le fall game alors qu'il fallait évidemment faire faute, couper l'horloge et se donner encore une chance de revenir sur ces Brooklyn Nets. Voilà. Les stats de ce match sont assez similaires pour les deux équipes, c'est assez rigolo. On est presque dans le copier-coller à quelques petits détails près. On peut voir également qu'on n'a pas été super adroit, mais ça j'ai l'habitude. On n'est pas encore une équipe très très adroite, à 3 points notamment. Et puis on notera par exemple qu'on a réussi à pourrir la vie de Dennis Schroeder, tout de même si à l'arrivée ils ont eu le dessus. Et de notre côté, Koulibaly aura été relativement malheureux et maladroit. Voilà. On passe la trade deadline et puis on va basculer vers la dernière partie de la saison régulière. Donc les Cavs se présentaient à nous et j'ai simcasté un peu comme à mon habitude et je vois qu'on est 3 points devant à 3 minutes de la fin, ce qui va générer une fin de match relativement indécise et permettre d'avoir peut-être quelque chose d'assez intéressant. Ici, Mitchell est contesté par Koulibaly et c'est sur cette action là, regardez maintenant ici que ça va basculer. C'est Jaden McDaniels qui nous rentre ici ce 3 points qui fait réellement le break dans cette rencontre. Les Cleveland Cavaliers ne s'en remettront pas. Alors vous voyez, c'est intéressant parce que c'est une équipe Cleveland qui marche sur l'eau là en ce début d'année IRL en NBA et puis là elle est légèrement sous la barre des 50% de victoire. C'est assez horrible en vérité. Je vis pas très bien tous ces décalages. Voilà. On a du mal parfois à se trouver avec un équilibre des forces qui est réel. J'évoquais un petit peu avant l'accident industriel des Celtics. Et faudrait pas que ça vienne complètement gâcher cette partie. En tout cas, c'est une crainte que j'ai à ce moment-là. On va récupérer Kispert et donc forcément remettre notre rotation privilégiée en place. Voilà, donc j'enlève un peu quelques minutes à George et Carrington, c'est normal, parce que ils sont encore relativement
difficile à exploiter, puis un peu faible à ce stade-là. Ils ont dans les 70 d'overall, donc c'est quand même des joueurs qui vont beaucoup progresser. Et je rends quand même des minutes à Kispert, qui sort du banc. Vous allez voir qu'il va pas tarder à revenir dans le 5 majeur, au gré de quelques blessures. Alors, on va juste faire un point ici sur le classement. On est à 29 victoires, 23 défaites. C'est pas mal du tout. Ça nous positionne quand même playoffable à ce stade-là, avec des joueurs qui sont globalement heureux. Tout ça, en tout cas, se passe pas mal. À une semaine du All-Star Weekend. Ensuite, les Spurs, nous les battons avec un vrai écart. Les Spurs font une saison qui est un petit peu en dessous des 50%. Ils sont allés à 22-26 vers là à ce stade. Les Pacers nous battent. Pas grave. On a vu déjà ces Pacers dans quelques vidéos précédentes. Et on a vu que s'il fallait vraiment les jouer, on pouvait les prendre. En tout cas, sur un match, on peut y arriver. Et malheureusement, je repère McDaniels à ce moment-là. Donc c'est quand même un petit peu dommageable. Ce qui veut dire que on va devoir le reposer pendant un petit moment. Je ne sais pas trop dire combien de temps, mais il va falloir en tenir compte. Ensuite, donc All-Star Weekend, on va retrouver ensuite les Bucks qui ne vont pas faire grand-chose face à nous. Ils font une mauvaise saison, Ils sont en dessous des 50%, eux aussi, comme un certain nombre d'équipes. Et Naz Reid et Valanciunas, notamment, se sont régalés devant le fantôme de Brook Lopez pour que ça cartonne à ce point-là dans la raquette. C'est que en face, il y a eu quelques petits problèmes, c'est le moins qu'on puisse dire, quelques largesses défensives. Ensuite, Orlando. Orlando, on a un peu rendez-vous avec eux quand même, faut le dire. Ça a été nos partenaires de trade un peu plus tôt dans la saison. Ils sont à l'équilibre et ils ont un très très joli 5 majeur. De toute façon, Orlando est une belle équipe et il faut s'y habituer. C'est terminé de voir, à mon avis, Orlando dans les bas-fonds de l'Est de la NBA. Et j'avais envie de les défier comme ça avec nos joueurs. Nous, on a Cole Anthony et Anthony Black qui viennent de chez eux. Et eux, en sortie de banc, ils ont Malcolm Brogdon, ils ont Saddiq Bey et Marvin Bagley qu'on a envoyé précédemment en trade. Le début de match va être à l'avantage de Orlando et notamment de Paolo Banchero, qu'on a un peu du mal à suivre sur les sorties d'écran ici avec Alexandre Sarr, ou du mal à stopper sur contre-attaque. Il est quand même difficile à arrêter, l'ami Banchero. Heureusement, on arrive à vivre de rapines et Anthony Black l'illustre bien. Derrière, on n'a pas forcément l'adresse qu'on aimerait avoir, comme Cole Anthony sur ce shoot à l'instant. Et ça nous expose en contre-attaque à quelques banderilles posées par les Orlando Magic. C'était Brogdon. Heureusement, Koulibaly, ici, va lui répondre avant que Alexandre Sarr ne s'illustre, regardez, sur une de ses actions dont il a le secret. C'est-à-dire que, en fait, sur le premier pas, pour quelqu'un de sa taille, il est très rapide. Et il arrive comme ça à... Ouais, il faut sortir sur les close-out, par contre. Là, ça fait plusieurs fois que j'observe que Valanciunas se fait avoir sur un close-out, notamment en ATO, après un temps mort. Bon, voilà, on essaye de trouver des petites actions. Vous voyez encore ici Alexandre Sarr à 3 points qui nous remet devant. Et puis, prendre soin du ballon aussi, c'est important parce que là, on subit la contre-attaque. Évidemment, interception, panier facile pour Jalen Suggs, qui est un vrai danger. Et vous voyez, en cette toute fin de troisième quart-temps, Suggs va les faire passer. Après, vite, je fais un temps mort et hop, je profite d'un tout petit laps de temps pour égaliser. Mais ce qui va se produire après, c'est un début de quatrième quart-temps assez défavorable pour nous. Je dirais même qu'il va être rédhibitoire.
parce que ils vont me forcer à forcer justement quelques actions. Et derrière, en contre-attaque, on a un mauvais repli défensif et on se retrouve très rapidement à -6, avec en plus une maladresse assez dingue à 3 points. Quand même, là, il y a quelque chose que vous allez voir après dans les stats finales. Waouh, quel match difficile sur le plan de l'adresse, quoi. On s'est fait planter des 3 points dans tous les sens par notamment Jalen Suggs. Et puis, nous, de notre côté, on a été quand même drôlement maladroit à l'image de ces actions que je vous montre. Voilà, la fin est assez difficile. Bah, en fait, tout simplement, ils ont shooté à 55% à 3 points. Et nous, en dessous de 30%. Donc, à partir de là, la différence se fait là. Et c'est dommage parce que finalement, on explose sur 2 minutes d'entrée de quatrième quart, quoi. Et après, on n'arrive plus jamais à revenir. Donc, bon, ouais, voilà. Enseignement intéressant pour l'avenir, en tout cas, parce que si on recroise le Orlando Magic, j'aurai 2-3 idées sur des choses à ne pas faire et des choses à surveiller. Aussi, que ce soit, je vous disais, la défense sur Banchero, que ce soit les close-out de Valenciunas, parce qu'en face, les pivots, bah, ça shoot à 3 points. Donc, il faut faire super attention. Après, dans la foulée, on bat en simulation les Brooklyn Nets. On prend notre revanche de quelques semaines auparavant. Et malheureusement, sur cette opération-là, alors qu'on avait... voilà, on va récupérer Jaden McDaniels, ça va, mais on va le reperdre très très rapidement. Donc là, c'est quand même un peu dommage parce que il nous manque. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas grave, t'as un bon mec, c'est Kispert pour faire jouer. Et c'est vrai, hein, en donnant du temps de jeu aux petits jeunes, il y aura des solutions. Alors là, quand même, je préfère avoir McDaniels sur le terrain parce que on a souvent des postes 3 qui sont un petit peu dangereux à défendre. Hein. Et c'est quand même très très utile. C'est pas pour rien que je suis allé le chercher. Jaden McDaniels, c'est un joueur assez intéressant en NBA. D'ailleurs, le Minnesota Timberwolves ne s'y trompe pas IRL. Hein, il compte vraiment sur lui. Même si j'avais trouvé que par moment, il pouvait aussi, entre guillemets, un peu lui manquer de respect sur les rotations et sur le temps de jeu. Ça, c'était une chose que je m'étais dite, notamment au printemps dernier, au moment des playoffs. Alors, Kispert, on va le re-signer, bien évidemment. On va le prolonger, et puisque c'est possible, et puis que la date limite de prolongation des contrats arrive très très vite. Donc je prolonge Corey Kispert, et je vais également même prolonger l'autre qui veut bien signer, c'est Richon Holmes. Donc oui, on va prolonger Richon Holmes sur du dégressif en 2+1, il va coûter que dalle, et par contre il peut encore apporter pas mal, et d'autant plus en mentorat, et si on a des problèmes de blessures sur nos pivots. Allez, les Hornets, c'est une victoire en simulation. Ensuite, on va aborder le hit de Miami. Alors, c'est un match où pour une rare fois, j'ai joué en 4x12 minutes, pour de vrai. Et j'avais envie de voir ce que j'étais capable de faire en termes de concentration sur ce type de situation-là. Surtout face à une équipe qui est, a priori, pas nécessairement facile à jouer pour nous, je pense. J'entends par là que je crois que ce hit est un peu un antidote à mon équipe parce que peut-être très difficile à manipuler. Alors il est sûr que voilà, le Miami Heat ne termine pas dans cette configuration-là, ne peut pas terminer en tête de l'Est. C'est une équipe qui va être peut-être quoi entre la 4e dans le meilleur des cas et la 8 ou 9e place. En revanche, moi, elle peut m'enquiquiner énormément. Déjà parce que on a beau ici avoir une très belle action de Naz Reid et je dirais même une entrée en matière plutôt intéressante sur le plan de la défense. Déjà, elle a quand même des joueurs qui parfois sont assez athlétiques et difficiles à défendre pour nous. Et puis, il y a des mismatchs aussi dont il faut arriver à profiter et qui sont pas évidentes.
Vous allez voir. Donc, début de match où on a beau avoir eu quelques petites actions sympathiques, on subit quand même déjà. On subit déjà une petite loi du hit qui, bon an mal an, avec Norm Powell, avec Tyler Hero. Ici, regardez l'insolence. Ballon quasiment sorti en touche. Derrière, c'est le shoot victorieux. Ça, on a l'habitude, hein, on connaît. En plus, Tyler Hero, il est en train de prendre feu dans cette période-là. Il est tout dans un moment d'adresse. Hop là, on se fait taper la balle par Jimmy Butler. On n'a pas encore parlé. Ah, Jimmy. Quelle tristesse pour moi de le voir partir de Miami, puisque le divorce semble consommé désormais. Au moment où je parle, le trade n'a pas eu lieu. Peut-être qu'entre ce moment-là et le moment où la vidéo paraîtra, Jimmy Butler sera déjà parti du 8. Mais voilà, regardez la mismatch. Ici, on arrive à profiter. Ouf, bien joué Bilal. Il était à l'angle 0. Mais grosso modo, quand même, on souffre. On a du mal à maintenir comme ça un écart raisonnable. Allez, hoop pour Jimmy Butler. Joli écran d'Adebayo. Norm Powell qui shoot comme ça, quasiment à 3 points. 2 points longs en tout cas. Il leur fait du bien. Et je pense que pour eux, le trade avec la récupération de Norm Powell en perdant Nikola Jovic, n'était pas forcément une mauvaise idée. Hein. Voilà. Donc je les ai sentis en tout cas pas du tout gênés par ça. Et puis plus généralement, je trouve que c'est quand même une sacrée aventure de jouer 4x12. Je sais que certains jouent 4x12 parmi ceux avec qui j'ai déjà échangé dans les commentaires notamment. Mais aussi Blushart peut-être qui se reconnaîtra. Mais je trouve que c'est très difficile sur le plan de la concentration. Et c'est pour ça que moi souvent je joue plutôt en 4x5 extrapolé ou 4x6. Mais 4x12, je trouve que c'est vraiment une sacrée aventure. Néanmoins, ça peut laisser le temps comme ça de reprendre un retard qu'on a accumulé. Vous avez vu qu'à un moment donné, j'étais à plus de 10 points de retard sur cette équipe de Miami. Et puis regardez ici, en quatrième quart-temps, on va recoller à force d'abnégation. Et puis en profitant de notre 5 qui finit le match. Attention à Highsmith, contré par Alexandre Sarr, qui va comme ça relancer pour le dunk de Bilal Koulibaly. Allez, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, il est on fire, Bilal. Ils sont quelques-uns dans mon équipe à vraiment terminer en très très bonne forme. Blah, Alexandre Sarr qui contre à nouveau. Et regardez, on a comme ça quelques séquences défensives encore qui peuvent être assez décisives. Voilà, prise du rebond, faute. Et c'est ainsi qu'en fait, on va s'imposer sur le tard dans ce match. Qui, je vous le dis, m'aura vraiment fait transpirer, quoi. J'aurais vraiment souffert. On a shooté quand même à 40% à 3 points. 17 sur 42. Donc, à peu près la moitié des shoots à 3 points. Et la moitié des shoots à 2 points. Pour finalement, quand même, une feuille de stats très, très, très équilibrée vis-à-vis de l'adversaire. Hein. Ça s'est joué à 3 fois rien. Mais la petite satisfaction d'avoir Alexandre Sarr, homme du match, ce qui est toujours cool. Globalement, je trouve que quand même cette saison, elle se passe vraiment bien pour lui. Il fait vraiment une jolie saison, le jeune Français. Et c'est quand même très agréable aussi de jouer avec lui. Par contre, le fait qu'il soit homme du match, c'est quand même un peu difficile, mais c'est, à mon avis, grâce au contre. Puisque finalement, il a une feuille de stats très complète à 8-5, 2-2, 3. Mais voilà, donc de toute façon, c'est toujours assez réparti dans cette équipe. Les points, il n'y a pas d'énormes scoreurs. On bat le Jazz, faut pas en faire grand cas dans la foulée. Et puis après, il y a encore une fois une opportunité de jouer quelque chose d'intéressant, puisque à 2 minutes 42 du terme, on est à égalité vis-à-vis des Raptors.
Et à ça, j'ai commencé à avoir l'habitude que petit Anthony Black est capable d'aller comme ça en pénétration, marquer des paniers très très importants. Et voilà, il a ce talent. Après, on a aussi dans nos big men la possibilité de les aligner ensemble, ce qui ici a été gagnant, en fait. Et c'est comme ça, en fait, que, grosso modo, on continue à se bâtir un joli bilan, hein, puisqu'on commence déjà à passer bien bien au-dessus des 50% de victoires. Ici, 39 victoires et 25 défaites pour une saison qui est en train d'être très très bien réussie. Alors, je voudrais m'excuser en un sens, ou je ne sais pas, préciser quelque chose. Euh, ouais, au final, c'est tout ce qu'il y a de pas réaliste. Mais bon, il me semble qu'on est dans un jeu et qu'à partir du moment où on a réussi à bouger sur le marché des transferts pour des trades qui pour moi étaient pas scandaleux du tout, à ce moment-là, forcément, on va avoir une partie qui va ressembler en rien à la réalité, puisque moi, au moment où je parle, Washington, en gros, c'est 5 victoires et 30 défaites, quoi. Hein. Tiens, enfin une défaite, j'ai envie de dire, après quand même un mois de février qui aura été flambant. Si on se retrouve deuxième derrière les Nets, vous allez me dire quoi? Qu'est-ce que c'est que cette logique inversée? Les Nets, très très forts, capables comme ça d'arracher des matchs vraiment serrés, même contre Boston. Oui, oui, on ne rigole pas. Cette équipe des Nets, c'est vraiment pénible, on l'a déjà dit. Elle est pénible et elle est très efficace, même si les Pacers rôdent et peuvent encore convoiter la première place de l'Est. Et après, on a tous ces accidents, entre guillemets, hein, que sont même le bilan un peu trop moyen des Knicks, des Celtics, j'en ai déjà parlé, le 8 encore, ils nous ont habitués, Orlando aussi qui est pas du tout à sa valeur, Bucks, enfin voilà. Ça m'a... Je vais être franc, on n'avait pas fini la saison, hein, on peut encore avoir des petites tendances et des évolutions différentes, mais Sixers, Bulls encore, voilà, mais après, scandale absolu, les Cavaliers. Vous avez vu les Cavaliers qui sont en dessous des 50% de victoire, alors qu'on a une saison de Cleveland qui est incroyable. J'ai rarement eu ces décalages-là dans mes parties, il me semble, et j'ai du mal à me les expliquer. Je vous avoue un truc, c'est qu'à ce moment-là de la partie, ça m'a un tout petit peu fait décrocher. Voilà, j'ai un peu arrêté de jouer. Je me demandais la chose suivante, je me disais, est-ce que cela vaut le coup de continuer, ou est-ce qu'il vaudrait mieux pas arrêter tout bonnement? Et je me suis dit que c'était débile d'arrêter, parce que si j'arrête à ce stade-là juste parce qu'il y a une espèce d'incohérence dans les résultats et il y a de l'irréalisme, quoi, à ce moment-là, ça veut dire que tout ce qui a été fait avant ne servait à rien, est gâché. Puis ajoutons à ça le fait que dans un jeu vidéo, par essence même, on n'aura pas la réalité. Donc voilà, ça sert à rien de trop focaliser là-dessus. Donc je me suis efforcé d'oublier et juste de me concentrer sur l'avancée pure et dure de cette partie. Mais voilà, il y a eu quelques petites semaines de pause à peu près qui correspondent au moment que vous voyez ici, là, c'est-à-dire le franchissement de la barre des 70 matchs, du mal à terminer la régulière. Et on recroise Brooklyn. Attention, Brooklyn, c'est notre petite ennemie intime avec cette équipe des Wizards. Et donc, d'ailleurs, une victoire nous permettrait de basculer devant eux. Donc, et pourquoi pas, tiens. Pourquoi est-ce que ça se jouerait pas? Donc c'est amusant quand même. On a Brooklyn, Indiana et Washington qui sont le trio dominant de l'Est. Voilà, bon, c'est comme ça. Donc,
J'espère juste qu'au moment des playoffs, certaines équipes se réveilleront. Ce serait quand même assez sympathique. Et donc, comment aborder les Nets? Alors, ils ont des faiblesses. Par exemple, on peut se dire que Ben Simmons ne shootera jamais autrement que proche du cercle. Et ça, c'est une stratégie que j'utilise. Du coup, forcément, si je prends le contrôle en défense de celui qui défend sur Ben Simmons, ok, il faut qu'il essaye de couper le chemin vers le cercle, mais il peut se permettre d'aller en aide très facilement sur, par exemple, un pivot adverse ou une pénétration de Schroeder, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai raisonné. Très bon début de match pour Naz Reid, qui nous fait un véritable festival d'entrée. Derrière, on avait le petit Keishon George qui a bien œuvré. Et puis c'est comme ça qu'en fait, dès le début, on prend 10 points d'avance. Je me dis, ça va, tranquille, on va y arriver. Et puis là, on a le français Kylian Hayes qui sort de sa boîte. On se dit que c'est quand même incroyable ce qui se passe là. Shoot contesté, ça rentre, les mecs recollent. Oh là là, plus le même match. Ça va être compliqué. Hop là, petite pénétration d'Anthony Black. Ok. Aussi un phénomène, tiens, je profite des images de ce match, de ce résumé pour l'évoquer. Il y a pour moi une différence incroyable entre le comportement de l'IA, le comportement du jeu, si vous voulez, en match, ok, dans ma partie en air Curry, vis-à-vis de cette partie en air moderne. Je le ressens. C'est-à-dire que il doit y avoir des tendances personnelles des joueurs, vous voyez, qui ont été peut-être qui n'ont pas été les mêmes, ou alors des tendances globales du jeu dans la manière de jouer qui sont peut-être différentes. Enfin, c'est très difficile, mais moi, c'est à ce niveau-là que je situe la différence, potentiellement en tout cas, parce que, par exemple, il n'y a pas la même rapidité avec laquelle les 3 points sont pris, il n'y a pas la même fréquence non plus. Je trouve que c'est pas le même jeu. En quelque sorte, moi je décèle en tout cas des différences, voilà. Ça m'intéresse bien de savoir si je suis seul dans ce cas-là, mais je ne le crois pas, ou si vous aussi vous avez observé des différences entre un MyNBA Air Steph Curry ou LeBron, peu importe, et un MyNBA Air moderne qui, pour ma part, c'est plus difficile de jouer en air moderne, je trouve, qu'en air Steph Curry. Je dirais peut-être est-ce dû à la qualité de l'équipe que j'ai dans l'autre partie, par rapport à mes équipes ici, là, qui sont quand même relativement modestes et pas encore abouties. Donc c'est possible, hein. Mais je pense pas que ce soit lié à ça. Je pense que c'est plus lié au comportement du jeu. Voilà, donc on voit que dans ce match, c'est très serré. Anthony Black, comme à son habitude, défend l'acier sur Dennis Schroeder. Et regardez, Ben Simmons, il est bien embêté, le pauvre. Il a forcé Grady Dick à prendre un shoot pourri, ou alors lui rendre et lui-même prendre un mauvais shoot. Bref, on a étouffé comme ça cette attaque des Nets. Il n'y a plus qu'à concrétiser ici. Allez, à toi mon grand, pour le 3 points de la victoire. Voilà, Bilal Koulibaly qui assure le score. On aura ici bien dominé ces Nets. Pas comme tout à l'heure dans ce que je vous proposais il y a environ une vingtaine de minutes, je crois, où on avait échoué dans le Money Time. Et là, par contre, on a fait qu'une bouchée de ces Nets sur la fin du match. Très bonne entente d'équipe. Je
je trouve que la facilité de jeu avec eux, avec ces Wizards, commence à augmenter. Et franchement, quand je joue ce genre de match, je me dis que c'est super cool, super amusant, manette en main. Voilà, à voir. À voir la suite. Puisque donc tout cela nous amène à une victoire en extrapolé d'une 20aine de points. Un match, je dirais, abouti pour Naz Reid. En face, eh bien, c'est Schroeder et Hayes qui tirent leur épingle du jeu. Les autres ont quand même pas mal souffert. Et on est ici sur 46 victoires, 28 défaites. On recroise le Heat qui nous bat. Vous voyez, hein, je pensais aussi bien que ce Miami Heat n'est pas tout à fait fait pour nous réussir. Tiens, dans la foulée, incroyable, on perd un deuxième match. Ça faisait un petit moment hein, quand même que c'était pas arrivé, ce genre de choses, d'en perdre plusieurs. Donc là, c'est les Kings qui, en l'occurrence, nous ont battus. On bat Orlando. On arrive quasiment au bout de la régulière ici, là. Défaite contre les Celtics. Bon, ok, très bien, pas de problème. Les Pacers, match crucial, on le gagne. Incroyable mais vrai. Puis, ouais, Haliburton, Turner, Siakam, punaise. Et en face, on a été incroyable avec un Cole Anthony de gala. Magnifique. Magnifique, magnifique. Je pense qu'il y a eu prolongation sur celui-là, je crois me souvenir. Ensuite, les Sixers. Victoire. On est donc à 49 et 31. On peut même à ce moment-là espérer être premier, je crois, hein, de l'Est. Encore un match super abouti pour Naz Reid. Et en face, un Jojo Embiid, mon Dieu, tellement inefficace, le pauvre. Voilà, on se rapproche donc de la fin. Il reste 2 matchs. Ce sont les Bulls qui se présentent et que l'on bat pour une 50e victoire de l'année. Et, oh, tiens, le Miami Heat pour le dernier match de l'année. Défaite, mon Dieu. Ça ressemble pas à une bête noire, ce Miami Heat là, dans cette saison pour nous. Ça en a tout l'air. Voilà, donc au niveau du classement, c'est Indiana qui va terminer premier, mais ça se joue vraiment au tiebreaker. Hein. Indiana premier, Brooklyn deuxième, Wizards troisième. Ok, on a notre trio comme annoncé. Et puis après, ben, cela va signifier que Boston, Chicago vont devoir s'affronter en play-in. Orlando, Philadelphie également. Et on va avoir comme ça, ben, par exemple, les Bucks qui sont complètement hors du jeu. Et les Cavs également, quoi. C'est juste inouï. On a du mal à y croire, pour être très très franc. Vous voyez, on a Milwaukee 13e, on a Cleveland 12e, enfin bon, voilà. Vous le voyez comme moi, je vais pas trop commenter ce qui est visible, mais Boston a intérêt à se bouger les fesses sur le match de play-in qui va arriver. Eh bien, ça n'est pas le cas, ils sont tapés par Chicago, incroyable mais vrai. Ils ont encore une petite chance d'accéder aux playoffs. Il faudra battre Philadelphie. Philadelphie, que les Celtics, allez, je spoil un poil, vont battre. Voilà. Ils vont les battre pour accéder finalement à un premier tour contre Indiana. Ils ont leur chance, hein, on est d'accord. Brown, Tatum et Porzingis auront dépassé dépassé les 90 points quasiment à eux 3. Ok. Et puis en face, on signalera que les Kings et les Grizzlies sortent plutôt victorieux du play-in. Voilà, ils réussissent à récupérer les playoffs. Nous, évidemment, je ne l'ai pas encore dit, mais vous l'avez vu. On est contre notre bête noire. J'ai nommé le Miami Heat. Et c'était le plus mauvais tirage qui était possible pour cette équipe des Wizards. Le 3e qui affronte le 6e,
Mais en fait, ce 6e, c'est un énorme écueil. Pendant ce temps-là, à l'ouest, Steph Curry et sa bande se retrouvent face à Kawhi Leonard et la sienne. Et je vais vous dire un truc, ce match 1 là, de cette série, ils m'ont terrassé. Ils m'ont terrassé, j'étais là, manette en main. J'étais en train juste de dire, bah, bravo les gars, magnifique, rien à faire. Je crois que à 2 détails près, j'ai fait un bon match, très bon match, mais avec 2 détails près, 2 erreurs quand même. Et ces erreurs, je les ai payées, mais cash. Et c'est pour ça qu'ils gagnent de si peu. Donc, ça appelle à d'autres... ça appelle à la suite. Mais premier match de la série pour les Warriors. De l'autre côté, on repasse de nouveau à l'Est. Brooklyn se retrouve face à Chicago. Donc, puisque Chicago a réussi le 7e à battre Boston pour accéder à ce rang de 7e et affronter le 2e. Ces Nets, dont je vous rebats les oreilles, tentez plus depuis le début de cette série de vidéos, quand même, doivent passer Chicago, hein, semble-t-il. Eh bien, ce ne sera pas le cas, à l'image de cette action tout en insolence de Zach LaVine. Ça a été ça tout le match. Là, je me suis fait défoncer, comme rarement je me fais défoncer dans ce jeu. Donc, bah voilà, magnifique. Bravo les gars. Je vous jure, Josh Giddey, bon, Zach LaVine, c'est évident. Même Kobe White aussi, ils ont été mais monstrueux du début à la fin. Je n'ai jamais su que faire pour essayer d'inverser la tendance. Ce qui illustre le plus, c'est par exemple, voilà, c'est shooting chart comparative entre LaVine et Grady Dick, ou celle de Giddey face à Schroeder, où on voit que ils nous ont tout fait en fait. Voilà, ils nous ont tout fait. J'ai resserré un peu la rotation. Je ne l'ai pas fait aux Wizards, mais par contre, aux Nets, j'ai resserré la rotation pour les playoffs. Exit Sharp, Exit Whitehead et Keon Johnson. Voilà, j'ai un petit peu resserré quand même. Et on voit que, voilà, quand même, en extrapolé, LaVine et Giddey, là, ils nous ont quand même mis 85 points, quoi. C'est un truc de fou. Alors, ensuite, on revient à Washington. Washington, pour lequel, allez, on espère tout de même une petite réaction à ce moment-là pour quand même essayer de ne pas se retrouver rapidement mené 2-0. Alors, par erreur, j'ai appuyé sur Simcast Live. Du coup, ça a fait un Simcast Live au lieu d'un Simcast tout court. Et le drama total, on s'est pris 30 points. Waouh. Seul Cole Anthony a surnagé. En face, tout le monde s'est régalé. Powell et Hero en tout premier lieu. Et c'est comme ça que, encore une fois, on se fait dézinguer par cette équipe du Heat. Magnifique. Je crois que ce sera difficile, en fait. À ce stade-là, on peut commencer à craindre le pire par rapport à ce premier tour de play-off. Et puis, j'ai aussi cherché à avoir ma revanche de l'autre côté à l'ouest sur le match 2. Clippers qui recevaient les Warriors. Alors, il y aurait beaucoup à dire, hein, mais je vais la faire courte. Curry, Buddy Hield et Andrew Wiggins sont en insolence absolue au niveau du shoot. Ici, je me suis pris un lag de dingo lago. Et heureusement, je réussis à marquer cette action qui est probablement l'action du match, puisqu'elle nous donne 4 points d'avance à 1 minute de la fin. Donc, ils ont été en insolence totale, tous, là, à l'image, regardez, de cette action où, mine de rien, les mecs reviennent. C'est énorme. Mais c'était ça tout le temps. C'est ça qui est génial, en fait. Kuminga n'est pas pourri non plus. Et on se retrouve avec une action, aucun temps mort, pour essayer de boucler ce match. Kawhi Leonard en pénétration. Ballon récupéré par Ayton qui remet dedans. Waouh. Énorme. Et là, par contre, c'est gagné. À 1 seconde du terme, il ne se passe plus rien. Donc, incroyable mais vrai.
Ayton qui nous sauve la baraque pour revenir à un partout. Mais je vous jure, j'étais encore à un chouïa de le perdre, celui-là. Bon, après, ça aurait pas été grave, parce qu'au final, on s'en fout de gagner ou de perdre. La seule chose importante ici, c'est qu'il y a des choses plutôt de qualité, quoi, que je puisse essayer de vous proposer. C'est tant est que j'y arrive, hein, parce que c'est pas forcément gagné. Ici, regardez, j'ai bien aimé cette action, hein, donc celle de Jovic, là, hein, où Dunn joue le pick and roll avec Ayton. Harden est pris par Buddy Hield qui a glissé. Et Jovic, pardon, dans un fauteuil, Nikola Jovic, pour enquiller ce 3 points. Voilà, donc Curry et Hield, je vous ai pas menti, ils ont été incroyables. Et l'on retourne donc à ce moment-là à l'Est pour le deuxième match de Brooklyn. Alors celui-là, je l'ai simulé. Il a été simulé avec voilà, un bon Ben Simmons, un bon Claxton. Voilà, pas grand-chose à dire puisque ce match, je l'ai pas joué. J'ai juste voulu avancer la série. Et puis là, on se retrouve... ben, on tremble un peu, hein, parce que on se demande à quelle sauce on va se faire manger. Washington contre Miami, match 3, simcast cette fois, beaucoup plus classique. Et on voit que le Heat mène d'un bout à l'autre. Ils nous mettent 30 points. Je crois qu'en fait, il n'y a strictement rien à faire face à cette équipe-là. Je vais bien tenter un truc quand même... avant le match 4, j'essaierai de modifier la rotation. Je sais même pas à ce stade-là si je vais le jouer ou pas, tellement je suis désarmé en fait. Je vois que pour moi, il n'y a rien à faire. Kawhi Leonard, regardez-moi ça. Victoire des Clippers au match 3 de leur série contre les Warriors, qui perdent Leonard pour 4 à 6 semaines. Ce qui a occasionné nécessairement une petite redéfinition de la rotation. En fait, si ça se trouve, on est retombé avec les Clippers dans nos vieux démons. Je vais donner pas mal de minutes à Jones. Dans un premier temps, je voulais laisser au petit Chris Murray la responsabilité d'une quinzaine de minutes. Et puis finalement, je me suis dit, c'est des playoffs. Mieux vaut faire jouer des joueurs un peu plus peut-être expérimentés. Et donc resserrer cette rotation. On verra si ça marche après ou pas, mais... sans Leonard, honnêtement, c'est tellement plus du tout la même équipe, même s'il y a de la qualité, et notamment un James Harden qui n'est jamais décevant, mais pas seulement. Donc voilà. Voilà à ce stade-là, après 3 matchs, la photo, Brooklyn contre Chicago. Ce sera cette fois un simcast sur lequel je vais rentrer en jeu, parce que je vois... qu'il y a quand même 4 points d'avance à 1-15, ce serait quand même dommage de perdre le bénéfice de cette victoire qui s'annonce sur un malentendu, parce que des fois le jeu il peut vous retourner le truc. Hein. Hop, le petit chic-chac de Ben Simmons pour aller en force au cercle et nous assurer tout ça. Ok, donc ça va plutôt bien du côté des Nets qui réussissent ainsi à inverser la tendance. Et peut-être remporter leur série, sait-on jamais. Passons maintenant à la mise à mort annoncée de nos Wizards, malheureusement. Alors, qu'est-ce qui va se produire ? Alors déjà, premier point, je ne veux pas disparaître sans m'être donné une chance de sauver l'honneur. Sauver l'honneur par une petite un réajustement, de la rotation avancée, parce que je pense que pour ce match, voire même celui-là et le suivant, ou comme ça, on verra bien, hein, il faut peut-être booster les minutes des meilleurs joueurs et mettre exceptionnellement de côté le petit George, le petit Carrington. On va resserrer à 9 joueurs et on va essayer d'avoir comme ça la meilleure rotation avancée possible pour essayer de s'adapter à ce hit qui nous fait donc bien du mal, espèce de bête noire. Et voilà, vous voyez, j'ai resserré jusqu'à Corey Kispert. Puis après, il y a des grosses minutes en sortie de banc pour Anthony Black, Valanciunas et Jonathan Isaac. Et que faire ?
Je pense qu'il faut insister à l'intérieur pour essayer d'aller chercher les fautes de Adebayo. Il faut essayer de faire attention au jeu rapide provoqué très très souvent par notamment Jimmy Butler, avec aussi les percussions offensives de Tyler Hero. Et donc, c'est de contenir tout ça par notre défense, et ensuite essayer d'être opportuniste en attaque. On voit qu'il y a aussi une mismatch qui est intéressante à jouer, celle de Alexandre Sarr face à Highsmith, qu'ils ont titularisé puisqu'ils ont récupéré Norman Powell dans un trade au cours de la saison, et que Nikola Jovic est parti. Donc voilà, il faut essayer de... Je me suis mis dans cette optique-là en tout cas, et puis essayer de profiter aussi des paniers de Naz Reid à 3 points, puisqu'il a quand même une belle adresse pour un intérieur, ce que par exemple Adebayo n'a pas. Donc Jimmy Butler commence très fort pour nous rappeler qu'il est bien présent. Bam Adebayo qui nous plante comme ça une très jolie action suivie d'une autre. Vous allez voir ici où il va venir écraser la balle sur la tête de Valanciunas. Donc faire très attention. Après, nous on a toujours du pick and roll assez intéressant à jouer avec Anthony Black et Valanciunas. C'est pour ça que je les associe ensemble. Corey Kispert est précieux à 3 points. Et on a plutôt fait un bon début de match, puisqu'on est devant. Après, c'est très souvent... shoot à 3 points est très souvent rendu par l'adversaire. Ici, Tyler Hero en insolence qui marque. Il faut vraiment le suivre de près, lui. Là, c'est Kevin Love qui rate. Pourquoi ? Parce que je veux montrer que notre défense fonctionne bien. On n'est pas ridicule à ce niveau-là. Voilà, on donne un peu de confiance à Alexandre Sarr ici sur une action construite par Coulibaly. Et voilà, il faut aller chercher des paniers faciles si on le peut. En tout cas, c'est pas gagné. Mais shoot à 3 points également de Naz Reid. Voilà, toujours pareil sur les pénétrations du porteur de balle. Profiter de pas mal de choses, comme aussi notre capacité de dissuasion près du cercle. Jimmy Butler ou Bam Adebayo se heurtent à la solidité de Isaac et Reid, entre autres. Et puis Adebayo, il essaye. Hein. Il a des ballons, il prend sa chance, mais à chaque fois, il est embêté, à tel point qu'il va chercher aussi, vous allez voir, à s'écarter, ce qui ne me paraît pas être un bon choix. Mais c'est excellent pour nous, par contre, d'obliger Adebayo à prendre des shoots pas raisonnables, tout simplement. Et on se retrouve à ce moment-là à plus 10 avec du bon Valanciunas qui, après là son rebond offensif, a pris le bon chemin vers le cercle. Kispert va même nous donner 15 points d'avance. Là on se dit c'est joué, c'est terminé, on va gagner ce match 4. Mais en fait il faut toujours se méfier du jeu dans ces circonstances-là, parce que j'ai trouvé cette équipe de Miami vraiment très très dangereuse. Même à moins 15 avec 4 ou 5 minutes à jouer, ils sont capables de revenir. Il va falloir il va falloir quelques paniers en tout cas cruciaux pour confirmer tout ça, parce que là, Jimmy Butler les ramène à moins 8 à ce moment-là. Alexandre Sarr qui prend un shoot un peu incertain, et puis on va vite se retrouver non plus à moins 8 pour le 8, mais à 6 points d'écart. Voilà, Jimmy Butler ne perd pas de temps, contre-attaque, ça lance très très vite, et il y a aussi voilà, un beau comportement près du panier, ce qui fait qu'en fait, avec une minute à jouer, on est qu'avec 4 points d'avance, surtout qu'après derrière, regardez, je vais foirer un peu mon shoot à mi-distance avec Valanciunas. Contre-attaque du Heat qui va se jouer entre Richardson et Adebayo, lequel décale à Highsmith. Shoot forcé de Jimmy B, rebond pour Adebayo, je saute comme un idiot, et Highsmith vient marquer de près. Il n'y a plus que 2 points d'écart, et honnêtement là on a une pression de dingo. Il faut sortir quoi qu'il advienne. Une bonne action, pressing quasiment tout terrain du Heat, qui nous laisse quand même la possibilité de sortir le ballon de notre zone avec Anthony Black, qui a tout intérêt à appeler un bon écran. Regardez, Alexandre Sarr
Je peux pas jouer sur Alexandre Sarr. Ça s'est refermé. Koulibaly a été lâché très légèrement par Norman Powell pour le shoot de la gagne. Eh ben, on n'est pas passé loin d'une catastrophe et de se faire reprendre. Mais là, normalement, avec ce panier-là, c'est complètement ficelé. Voilà. Donc, ça aurait été une victoire acquise dans la douleur. Mais je suis très satisfait parce que en resserrant un peu la rotation, quand même, on a réussi à avoir très peu de temps faible. Et même si notre adresse globale n'est pas exceptionnelle, elle reste quand même meilleure que celle du Heat. Il aura fallu être vraiment très très appliqué pour cela. Parce que, encore une fois, rien de gratuit dans ces playoffs et rien de gratuit notamment face à cette équipe de Miami. Ouf. Les stats extrapolées accordent 43 points à Jimmy Butler, les autres un peu plus en souffrance. Et puis, ce qu'on remarque également de notre côté, c'est peut-être un plus grand équilibre avec de belles contributions de ceux qui sortent du banc comme Valanciunas ou Kispert. Ça fait partie du projet. Donc, je suis assez content. Donc, ma rotation avancée a fonctionné. Ensuite, du côté de l'opposition Clippers Golden State, sans surprise, avec la blessure de Kawhi, les Warriors reviennent à 2-2. D'ailleurs, Chicago revient aussi à 2-2 dans sa série contre Brooklyn. À l'ouest, à nouveau, en l'absence de Luka Doncic, ça commence à se compliquer sérieusement pour les Mavs qui commencent à voir la porte de la sortie très très proche, avec une équipe des Kings bien complète, et le seul Kyrie Irving secondé par Thompson et Washington, c'est insuffisant pour faire face à de bons Kings. Ensuite, j'ai simcasté le 5e match, et on revient à 3-2 dans la série Washington-Miami. Donc ça s'est pas joué à grand chose, mais voilà, on continue. Donc on reprend un match. On se remet à rêver légèrement. Dans la foulée, ça commence à sentir le roussi pour les Clippers. Ça sent également mauvais pour les Nets. Chicago a repris l'avantage. Et puis, du côté de Dallas, regardez, c'est terminé. Voilà, exit les Dallas Mavericks, faisant partie des favoris au titre, et qui sortent dès le premier tour. En l'absence de Luka, c'est vrai que c'était compliqué pour eux. Donc, première petite surprise à l'ouest. Après, simcast sur le match 6 entre Washington et Miami. Victoire pour les Wizards, malgré un bon retour en quatrième quart-temps de Miami. Mais on aura droit donc à un match 7 incroyable dans cette série-là. S'ensuit l'élimination des Clippers. Donc ils se seront pris 3-0 dans la figure dès lors que Kawhi n'était plus là. Donc on a bien compris sur quoi ça reposait. Je suis assez déçu d'un côté et à la fois content que une certaine logique prenne le dessus, malgré un très bon DeAndre Ayton, malgré James Harden qui a fait ce qu'il a pu. Voilà, il faudra revenir l'an prochain pour les Clippers, ça va obliger à réfléchir un peu. Élimination également de Brooklyn, puisque les Bulls, qui se sont bien réveillés là en play-off, décidément depuis le play-in même, ils sont on fire autour de Giddey, de Zach LaVine, et puis les Nets auront payé peut-être l'absence d'une star. C'est assez clair que ça coûte cher de ne pas avoir quelqu'un qui peut prendre le ballon et marquer de manière un peu plus sûre que les autres. Ensuite, regardez, qualification d'Indiana qui ira affronter New York. C'est incroyable, les Celtics se sont fait sortir. En fait, Brown et Tatum sont blessés. Et puis, pour ce qui est du match décisif de la série entre Washington et Heat, à 2,29 du terme, 1 point de retard pour les Wizards. Je rentre donc en jeu. Attention, Tyler Hero est chaud comme la braise. En même temps, il n'est pas bien suivi en sortie d'écran, là, posé par le défenseur. On était aux fraises. Heureusement, Alexandre Sarr nous permet de rester dans le match. Bam Adebayo va essayer de forcer un petit peu face à Valanciunas qui récupère le rebond.
On peut passer devant sur ce panier-là. McDaniels à la balle. Alexandre Sarr qui va faire un petit mouvement intelligent vers le cercle pour profiter de sa vitesse par rapport à Kevin Love. Et puis derrière, vous avez Hero qui va provoquer l'exclusion de Anthony Black. Bon, ben on va faire rentrer Cole Anthony. Heureusement, on a 2 meneurs. Hein. Donc c'est quand même rassurant d'en avoir encore un des deux sur le parquet. Plus 2 pour le hit, donc, après ce panier primé de Tyler Hero. Et puis, là, maintenant, il faut inventer quelque chose. Comme par exemple un écran pour une pénétration que c'est mal défendu de la part de Rozier et Adebayo, quoi. Ils ont laissé le cercle ouvert à Cole Anthony qui approche de la 20aine de points. Allez, ballon très important pour Hero qui est contesté. Non, il ressort la balle à A. Smith. La défense se réorganise. C'est pas évident. J'étais aux fraises à un moment donné. Rozier qui prend un tir. Non. Qui sert à Adebayo. Bien défendu par Reed. Ouh là là, quelle pression sur cette fin de match. Il reste une 30aine de secondes. On est toujours à égalité. Alexandre Sarr qui vient marquer de près. Non. Il n'a pas réussi à enrhumer, on va dire, Haywood Highsmith. Il faut revenir en défense. Voilà. On compte sur Bilal Koulibaly pour faire le boulot sur Tyler Hero. Ballon quasiment de la gagne hein, pour Miami. Hero va déclencher. On se demande quand. Il y va maintenant. Shoot en pull-up. Et ça dévisse. Temps mort. On prend tout de suite le temps mort. Il reste un ballon pour gagner. Donc, on va essayer de le faire. 5 secondes à jouer. Balle pour Cole Anthony qui essaye, mais c'est pas évident de se défaire du marquage. Écran. Pull-up sur le 2 points long. Et regardez, ça rentre. Énorme. Il reste moins d'une seconde. Cole Anthony vient d'offrir la gagne à cette équipe des Wizards. J'aurais jamais pensé en fait en arriver là. Et puis la victoire lors du match 4 a finalement changé complètement la dynamique de la série. C'est un truc qu'on voit pas si rarement hein, sur NBA 2K. La dynamique qui change et puis le 0-3 qui est remonté jusqu'à 4-3. Et donc, les Bulls seront proposés au tour suivant pour ces Wizards. Juste un petit point sur le 8e invité des demi-finales de conf. C'est OKC qui a lui aussi remonté un 0-3 contre les Grizzlies. Décidément, c'est la tendance du moment. On va donc essayer de démarrer cette série contre Chicago. Et rien de tel que quelques simcasts pour nous mettre en situation. Plus d'une quinzaine de points, enfin environ 14 points d'écart pour les Bulls sur le premier match. C'est donc une victoire à l'extérieur pour Chicago. S'ensuit un deuxième match sur lequel, là encore, je vais simcaster. Je vais simcaster parce que, après tout, faut peut-être laisser quand même la logique du jeu se faire. Hein, et puis, même si on sait que les simcasts, c'est un peu n'importe quoi par moment, mais voilà. Toujours 14 points d'écart, décidément, avec un très bon Zach LaVine sur ce match 2. Et on se retrouve mené 2-0. Ça sent mauvais. En même temps, là, peu importe, hein, j'ai envie de vous dire. Hein, on va pas être champion NBA non plus, faut se calmer. Hein. Donc, voilà. On prend les choses telles qu'elles viennent. Warriors ont l'avantage et Minnesota aussi à l'ouest pendant ce temps-là. Simcast du match 3 qui par contre tourne en faveur des Wizards de manière incroyable. C'est un trou d'air pour les Bulls sur ce match avec 0 points de Zach LaVine. Ouais, ça c'est vraiment déconné franchement. Ça, bref. Voilà, ça me plaît pas trop ce genre de craquage du jeu. Ensuite, Minnesota, ça revient à 2-1. Warriors ont l'avantage sur OKC. New York commence à prendre le dessus sur Indiana. Et on aborde le match 4 de notre série Washington-Chicago avec, là encore, une victoire qui se dessine. Oui, c'est le cas, c'est confirmé. Victoire et très légère blessure d'Alexandre Sarr. Il pourra jouer le prochain match, je vous rassure. Victoire des Wizards face à des Bulls peut-être assez improductifs à 92 points. Bon, notre défense a été bonne ou alors leur attaque a été mauvaise, peut-être un peu des deux. Et on se retrouve donc à l'égalité 2-2. Ensuite, on avance d'un match sur toutes les séries, ce qui permet aux Warriors d'éliminer OKC, surprise relative, et aux Knicks et Minnesota de mener 3-1. Et on va
se projeter là comme ça sur le match 5, mais que je vais encore simcaster dans notre série Wizards Bulls. On va se retrouver sur un match relativement serré, avec quand même une fin de quatrième quart-temps à l'avantage des Wizards. Donc magnifique, passe en tête, 3 victoires à 2, avec un énorme Valanciunas, 25 points en sortie de banc. C'est énorme. Est-ce que c'est pas lui notre facteur X en fait? Et Zach LaVine qui est toujours maladroit, en même temps il se prend Jaden McDaniels en vis-à-vis défensif sur lui, donc ça fait très très mal. Et ça y est, on connaît 3 des 4 finalistes de conf. Ce sera Minnesota, Golden State et New York. Et on attend encore le quatrième qu'on va voir. Peut-être est-ce le moment d'essayer d'aller chercher un match en le jouant. Donc ça se passe à Chicago. Et je vais essayer d'aller clore cette série. Donc pas évident hein, de faire face à ces Bulls, parce que il n'y a pas de force absolue, à part peut-être LaVine, hein, qu'on pourrait comparer dans le côté trublion, scoreur un peu dingue en série, à Tyler Hero au cours du tour précédent. Jimmy Butler, c'est encore une autre dimension pour moi. Mais voilà, donc on a notre ennemi, entre guillemets, qui est identifié, c'est Zach LaVine. Mais après, il n'y a pas de joueur faible et qu'on ne peut pas surveiller quand on est comme ça en phase défensive. Hein. Tout le monde est capable de marquer chez ces Bulls, et sur un bon match, ils sont capables de nous faire bien du mal. Vous allez voir que sur ce match, ça va être très difficile et très serré. On a l'impression de pouvoir dominer, et en fait, on est tout le temps rattrapé par des actions intéressantes, astucieuses, dites ce que vous voulez, de la part de ces Bulls, ou naïves aussi de ma part hein, en défense. Hein. J'avoue, à des moments, je me fais un peu martyriser sur des situations un peu bébêtes. Koulibaly ici, hop là, fait preuve d'opportunisme pour aller près du cercle et nous donner un petit peu de quoi respirer. On a toujours ce shoot à mi-distance d'Alexandre Sarr aussi, qui est une valeur sûre. Et puis, quand on arrive à faire de bons stops défensifs, on arrive... Alors, pas ici, hein, parce que ici, Lonzo Ball, il nous montre qu'il a une belle adresse à 3 points, mais quand il y a comme ça des situations de belle défense, on a toujours les trailers, y compris trailer à 2 points longs, comme ceci, avec Naz Reid. Donc, le fait d'avoir 2 postes 5 qui savent shooter quand même de loin, hein, on peut le dire, même pour Valanciunas, hein, Valanciunas a quand même une palette très très élargie. Eh bien, en fait, je crois que c'est vraiment très très positif, et c'est une de nos forces par rapport à d'autres équipes qui sont un peu moins complètes. Ici, le pétard de Zach LaVine, c'est incroyable. Action du match, probablement, à l'instant. Et puis, on tente en pénétration par moment, mais on se fait aussitôt embêté par une belle défense qui sanctionne en contre-attaque. Donc, voilà, je vous disais, hein, on sent que c'est à portée, on sent que on peut gagner, puis en fait, dans la pratique, on est mené, quoi. Donc, assez intéressant. J'ai remarqué de manière générale que c'est un peu la constante sur ces playoffs. Vous allez me dire, ouais, t'as des équipes un peu faibles, mais peut-être. Mais en attendant, je sens beaucoup plus de dynamisme dans le jeu. Et c'est un jeu qui est beaucoup plus difficile que peut-être j'ai pu connaître dans d'autres parties, dans d'autres playoffs, etc. Ici, Kispert à 3 points. Vous voyez, on est en déficit d'adresse et on a du mal à marquer les paniers dont on aurait cruellement besoin. Ici, écran de Sarr, Cole Anthony le resserre près du cercle, heureusement. Alexandre Sarr marque des points très très précieux. De toute façon, tout est précieux à ce stade-là, tellement c'est serré. Et attention, McDaniels surveille bien Zach LaVine. On a ici une belle dissuasion de Valanciunas pour, dans le Money Time, se faire contrer près du cercle. Derrière, la contre-attaque est magnifique. Giddey qui termine facilement. Chicago passe devant, il reste 36 secondes. C'est pas possible. On va se retrouver à perdre ce match alors qu'il y avait tout pour le gagner. C'est quand même dingo ça. Hein. Allez, il reste encore un ballon. On va essayer de jouer
proprement en appelant un shoot en sortie d'écran pour McDaniels ici. Regardez-moi ça. Somptueux Jaden McDaniels, décisif en 4e quart-temps, avec ce panier à 3 points qui nous fait passer devant. Derrière, il reste une vingtaine de secondes, balle à Lavine. Il faut défendre, absolument. Patrick Williams, contesté tout de même par Reed. Et faute. On va rentrer dans le fall game. C'est pas fini. C'est pas fini du tout. J'ai fait rentrer Cole Anthony, parce qu'il est un peu plus adroit au lancer franc que Anthony Black. Et donc, charge à notre meneur. Qu'est-ce que c'était limite de rater le lancer là. Charge à notre meneur d'essayer de nous faire passer 4 points devant. Ce sera fait avec 2 ballons qui auront vraiment roulé sur le cercle avant de basculer du bon côté. Ici, action capitale pour les Bulls. Hop là, Patrick Williams, plus d'1 mètre derrière la ligne à 3 points, qui rentre. Exceptionnel. Ils nous reprennent. Ah là, je prends un temps mort. J'ai pas envie d'un malentendu, me faire intercepter, que sais-je, perdre sur quelque chose de mal joué avec peu de prudence. Regardez, hop, on n'est pas passé loin de l'interception. Je parlais de prudence. Et Anthony, évidemment, marque le lancer. Il a environ 86 de notes au lancer franc. Donc c'est quand même plutôt un terrain favorable pour ce qui est d'enquiller les lancers francs décisifs quand on en a besoin. Ils ont plus de temps mort les Bulls, ils vont devoir shooter. Zach LaVine ne pourra pas. Il n'aurait pas dû faire sa feinte, il aurait dû shooter en première intention. Et c'est ainsi qu'on met un terme à la série. 4-2 donc pour Washington contre Chicago. Bah, sur le papier, avec les équipes comme elles sont constituées là, donc c'est-à-dire pas du tout comme celle de début de saison NBA 2024-2025. Il n'y a pas scandale non plus à avoir éliminé coup sur coup Miami et Chicago. Bon, par contre, l'écueil suivant sera de taille et à mon avis difficile à franchir. Les Knicks, c'est pas quand même du même tonneau que les équipes qu'on a vues avant. Il y a notamment plus d'individualité. Je suis content parce qu'au niveau du rebond, on a été pas mal. Ça, c'est aussi un facteur très important pour cette équipe des Wizards. Et puis, on aura aussi réussi à limiter Zach LaVine grâce à l'excellent travail de Coulibaly et Jaden McDaniels. Donc, ça aurait été la clé du match. Et je suis encore content de cette rotation resserrée. J'estime que c'est celle-là qui nous permet d'exister, même si Anthony aura beaucoup tenté et pas mal échoué. Allez, demi-finale de conférence à présent. Les Knicks paraissent être un obstacle difficile à franchir pour les Wizards. Après, comme on n'est plus dans la configuration qu'on connaît dans la vraie NBA de 2025, tout est possible au final. Et puis on l'a vu dans cette partie également, tout est encore plus possible. C'est ainsi que en fait, le premier match, je le simcast et on le gagne. Bon, peut-être que les Knicks manquent un peu de profondeur, là où nous, on a quand même une petite profondeur de banc, mine de rien, du côté des Wizards, qui prennent aussi le deuxième match, notamment grâce à un énorme premier quart-temps, où la différence avait été faite. Et puis, on voit que, là encore, c'est très équilibré au niveau du scoring, puisque un certain nombre de joueurs sont au-dessus des 10 points, et c'est un peu une constante. De l'autre côté, à l'ouest, il y a eu égalisation là, de Minnesota face à Golden State. Et puis, on va prendre également le match 3, ce qui veut dire que Washington, mais ça c'est complètement incroyable, mène 3-0 en finale de conf face aux Knicks. Donc là, moi, je sais même plus ce qui se passe dans cette partie, en fait. Ça m'échappe. Je n'ai jamais vécu de My League, ou alors là, maintenant, il se trouve que c'est un My NBA, puisqu'on nous a offert ce privilège d'avoir le My NBA maintenant sur le PC depuis 2025, mais voilà, je vous avoue, je ne comprends pas trop ce qu'il se passe dans cette partie. Je ne crois pas vous avoir déjà proposé, depuis que je fais des vidéos, donc ça fait quoi, environ 7 ans, de My League ou de My NBA, avec des résultats aussi difficiles à comprendre. On mène 3-1 désormais avec Washington devant New York.
On va regarder un petit peu ce que peut donner le 4e match en face. Ok, égalisation de Minnesota qui revient à 2-2. Et puis, que va-t-il se passer? Est-ce qu'on va se faire peut-être remonter, qui sait, remontada des Knicks? Ça pourrait aussi être le cas, puisqu'on l'a fait dans un tour précédent, donc pourquoi pas eux? Ok, ils reviennent à 3-2. On a parfois quand même du mal à exister en attaque. Hein. Puis là, il se trouve que Jalen Brunson a fait un match juste inouï. Donc, voilà, 3-2 pour Washington. Puis en face, vous allez voir que ça commence à se préciser pour Minnesota, qui prend l'avantage déterminant lors du 5e match face aux Warriors. Alors, est-ce qu'on va clore cette série ou est-ce qu'on va se faire embarquer dans un Game 7 ? C'est très serré, mais voilà, Washington va s'imposer. Voilà, je suis encore plus consterné de vous proposer ça que je n'avais... Moi, j'étais parti pour une saison de tanking dans laquelle on incorporait déjà quelques pièces pour l'avenir. Quelques pièces, essentiellement Reed, McDaniels et Black. Sachant que Anthony, ça a été finalement dans le trade, Isaac aussi, mais à la limite, j'avais pas prévu de prendre Isaac et Anthony. Et puis finalement, on se retrouve en finale NBA face aux Minnesota Timberwolves. Donc, je ne sais plus quoi dire. C'est difficile à commenter une telle logique extravagante. Mais donc, voilà, on va se lancer dans ces finales. Hein, on va accepter les choses. Par contre, en vertu de la manière dont ça commence à tourner, là, ces playoffs, j'arrête de jouer le moindre match. Parce que je veux juste qu'on aille au bout de la logique du jeu et puis c'est tout. Ah tiens, très gros coup dur là pour les Wizards lors de ce premier match gagné par Minnesota avec un très bon Anthony Edwards et un très bon Kyle Kuzma, si vous voyez ce que je veux dire. Il faisait évidemment partie du trade qui nous a impliqués, les deux équipes. Ouais, c'est la blessure d'Isaac. Voilà, blessure très importante dans notre répartition des minutes pour Jonathan Isaac. Vous me direz, c'est un petit peu légitime qu'à un moment donné, John Isaac se blesse s'il joue plus de minutes, hein, parce qu'on connaît la fragilité du joueur, et mathématiquement, ça pouvait pas ne pas arriver, hein, de se prendre une blessure choquante pour ce dernier. C'est ainsi que Keon George récupère pas mal de minutes, on est bien obligé. C'est pas que je veuille pas lui en donner à l'avenir, mais dans l'immédiat, je pensais que pour les playoffs, on l'incorporait pas dans la rotation. Bon, après, il va y avoir tout un petit méli-mélo de blessures qu'on va passer. Ouais, vous savez, c'est les blessures à un jour, là, qui vous pourrissent les enregistrements quand vous êtes comme moi et que vous essayez de faire des captures vidéo. Parenthèse refermée, on perd le deuxième match de ces finales face aux Minnesota Timberwolves. Donc ça se précise quand même pour Anthony Edwards, mais aussi Jordan Poole et Kyle Kuzma, qui étaient chez nous en début d'année. Et on va quand même regarder sauver l'honneur. Déjà, voilà. Quoi qu'il arrive, déjà, on ne sera pas sweepé par ces Wolves. Alors, Bilal Koulibaly, il contribue de manière assez inégale, hein, en fonction des matchs. Par contre, Reed et Valanciunas, ils auront quand même été les deux grands bons hommes de ces playoffs. Donc voilà, Alexandre Sarr, il faut absolument lui laisser le temps. Il ne faut surtout pas commencer à juger quoi que ce soit, à mon sens, à ce stade-là. Il est beaucoup trop jeune. Koulibaly, il contribue autrement. C'est comme Jaden McDaniels. Alors si évidemment il met des points, c'est tant mieux, mais bon, c'est pas réellement son rôle de mettre 25 points par match. 3-1 pour les Wolves. On se dirige très doucement, vous l'avez bien imaginé, vers le titre pour Minnesota. En soi, c'est pas quelque chose qui me ferait de la peine de voir Minnesota être champion NBA. Moi, je serais plutôt content pour eux, en fait. Je trouve que l'année dernière, ils n'étaient pas forcément très loin de le mériter, donc il y a une forme de logique, même si là, la saison est vraiment difficile, hein, cette année. Et voilà, donc je suis rentré en jeu juste pour avoir les images de la remise du trophée, parce que le score était fait. C'est donc les Wolves
qui vont s'imposer 4-1 dans ces finales NBA. Donc Kyle Kuzma et Jordan Poole sont les grands bénéficiaires de la saison dans cette partie, puisqu'ils ont quitté une équipe de bas de classement pour finalement l'équipe qui allait être championne. Donc magnifique opération. En revanche, le trajet inverse pour Reed et McDaniels, qui ont gagné des minutes et ou de la confiance, et puis aussi faire partie d'un futur projet très sympa, mais qui ont raté là une opportunité de eux-mêmes d'avoir une bague. Donc voilà, ce que je vous disais, Minnesota, moi ça me fait plutôt plaisir. Et puis sinon, c'est l'heure forcément des bilans, avant de terminer cette vidéo. Les petits bilans qu'on peut faire, donc je l'ai déjà suffisamment dit, je crois, je ne vais pas me répéter trop, mais je ne comprends pas bien la logique de cette saison-là que j'ai vécue, qui s'est étalée sur un certain nombre de semaines, parce que j'ai quand même plein de choses à faire en dehors, et puis je vous avoue que voilà, j'ai pas tout le temps le cœur à jouer, j'ai pas tout le temps le temps, mais je regrette d'un certain côté mes trades, et puis d'un autre côté, c'est une partie, ça va, hein, on peut aussi essayer de faire des choses, tenter, avoir un peu d'activité, je dirais, sur le marché des transferts, là où peut-être l'équipe en réalité n'en aurait pas. Il y a comme ça beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Moi-même, je pourrais me reprocher un certain nombre de trucs. L'interventionnisme à outrance peut-être du côté du Jazz. Quoique peut-être que les dernières semaines avant la trade deadline IRL vont me donner tort, mais c'est aussi cette activité par rapport à la saison des Wizards qu'on aurait pu passer, je dirais, en étant totalement inactif. Il y a plein d'aspects qui auraient pu être traités complètement différemment. Maintenant, ça a été fait comme ça, et puis il faut l'assumer, et surtout passer à la suite, parce que je crois que ce qui est important, c'est 2025, l'été, ça va être également ce qu'on va pouvoir voir sur la saison 2025-26, etc. En gros, c'est avancer une partie, parce que c'est là que ça devient particulièrement intéressant, je pense, moi, c'est quand vous avez plusieurs années dans une partie, c'est là que ça devient vraiment sympa. Donc, à ce propos, j'ai pris une décision, parce que vous aviez vraiment raison, ceux qui se sont exprimés dans les commentaires dernièrement, sur cette série des Wizards. Moi, je suis d'accord avec ça. Il fallait absolument faire quelque chose et revenir à la draft avec Cooper Flagg et compagnie. Donc, c'est ça qu'on aura. Puis, on verra bien où est-ce que notre ami Cooper Flagg, qui est tellement attendu en NBA, atterrira. Mais en tout cas, à la draft, je prendrai finalement une classe de draft qui est censée, entre guillemets, être fidèle à celle que nous aurons, nous, au mois de juin 2025. Voilà. Donc, exit la classe simulée artificiellement qui s'annonçait complètement pourrave, et bienvenue à une classe de draft que la communauté a majoritairement choisie en nombre. Voilà. Donc, à bientôt pour la suite des aventures de cette partie. J'intercalerai auparavant un petit peu de vidéos des Mavs, pour lesquels la série en ère Steph Curry n'est pas terminée. A plus, bye bye.